vous ce soir. Le président, bonjour. Je m'entends pas. Est-ce que ça marche? Oui. Bonjour. C'est aujourd'hui notre dernier jour de présentation de la défense de M. Gbagbo. Et puis ensuite, juste après, nous entendrons le début des arguments de Maître Blé Goudet. Je donne la parole à Maître Altit. Thank you very much, Maître Altit. Mr. Jacobs. Merci, Maître Altit. Maître Jacobs. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, alors hier nous avons vu déjà deux exemples de déconnexion entre l'ampleur d'une allégation et la preuve apportée, c'est-à-dire les ordres, les supposés ordres et le contenu des réunions. J'aborde ce matin un troisième exemple tout à fait frappant de déconnexion, qui sont les discours du président Gbagbo. Depuis les débuts de cette affaire, le procureur essaye de démontrer en vain la moindre intention belliqueuse de la part du président Gbagbo. Vous vous souviendrez peut-être qu'en 2016, lors des déclarations d'ouverture, nous soulignions l'absurdité qu'il y avait pour le procureur à essayer de construire son cas sur le fait qu'un homme qui s'est battu toute sa vie pour la démocratie et le multipartisme aurait tout à coup décidé, à la seconde où il aurait été élu en 2000, de concevoir un plan commun pour rester au pouvoir par tous les moyens. Et je vous renvoie au transcript T11, page 65, lignes 18 à 27. Tout aussi déconnecté de la réalité est l'interprétation que vous propose le procureur depuis le début des différents discours de Laurent Gbagbo, pour essayer de vous faire croire que ces discours de paix et de réconciliation visaient à inciter à la violence. Pourtant, lorsque l'on prend le temps d'écouter ces discours, l'on constate aisément que le procureur fonde toujours son interprétation sur une déformation incroyable des propos du président Gbagbo, en isolant par exemple un bout de phrase, ou sur une négation absolue du contexte. Vous avez pu constater dans nos soumissions écrites l'ampleur de la mauvaise foi du procureur lorsqu'il s'agit pour lui de parler des déclarations publiques du président Gbagbo. Et je vous renvoie à l'annexe 5 de nos soumissions, au paragraphe 165, ainsi qu'au paragraphe 505 à 549. Je ne vais pas revenir en détail sur chaque discours. La Chambre pourra aisément les lire, les écouter et constater qu'aucun, je dis bien aucun, ne comporte le moindre appel à la violence. Tous appellent au calme,
à la réconciliation, à la recherche d'une solution pacifique au conflit, au respect de la légalité républicaine et au respect de la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Y déceler une quelconque intention criminelle relève du fantasme. Je me contenterai de quelques points généraux. Premièrement, relevons ensemble à quel point le procureur est obligé de faire fi du contexte dans lequel un discours est prononcé, pour en faire l'instrument de la mise en œuvre d'un plan commun. Je suis obligé d'y revenir, vu l'importance que ce discours semble avoir pour le procureur, mais le discours de Divot, du 27 août 2010. Lors de l'inauguration d'une compagnie de CRS dans la ville. Il s'agissait de lutter contre l'insécurité spécifique qui régnait dans cette région. Ce que confirmera P46 lors de son contre-interrogatoire. Je vais vous citer un extrait de son contre-interrogatoire, T126, page 74, ligne 25, à page 75, ligne 14. Alors la question qui était posée était, alors première question, parce que ce n'était pas extrêmement clair, pourquoi, à votre connaissance, pourquoi une compagnie républicaine de sécurité a-t-elle été installée à Divot ? Réponse du témoin. Alors Divot était une zone beaucoup plus criminogène. C'est une zone de production, café et cacao. Une zone où il y a eu beaucoup d'attaques. Et donc, en mettant une unité d'intervention en ces lieux, ça peut favoriser la lutte contre l'insécurité. Et quelques lignes plus bas, le témoin précise quel est le lien entre le cacao et la criminalité. Évidemment, il y a un lien. Une zone de production café et cacao, c'est une zone où il y a on brasse beaucoup d'argent. L'acheteur vient donner l'argent en espèces, malheureusement, aux producteurs de café et cacao. Et donc la nuit, les bandits passent pour récupérer. Et tout ça, il fallait une équipe aguerrie pour pouvoir sécuriser cette population. Fin de citation. Pourquoi le procureur n'écoute-t-il pas son propre témoin ? Évidemment, parce que ce témoin confirme que l'installation de cette compagnie de CRS n'a rien à voir avec la mise en œuvre d'un quelconque plan commun. D'ailleurs, ce contexte rend étonnante l'affirmation du procureur selon laquelle, quand le président Gbagbo utilise le mot « bandit »
dans son discours de Divo, cela porterait sur ses opposants politiques. Et je vous renvoie au transcrit T222, page 13, ligne 12 à 18. Or, P46 l'a dit clairement. Les bandits, ce sont ceux qui viennent voler l'argent. Il n'y a pas de complot ici. Pas de sens caché. Lorsque le président Gbagbo parle de bandits, il pense à des bandits. Deuxième point sur les discours. Le procureur s'appuie sur le fait que Laurent Gbagbo a continuellement rappelé dans ses discours qu'il était le président légitimement élu de Côte d'Ivoire, en raison d'une décision du Conseil constitutionnel. Pour en déduire une intention de rester au pouvoir par tous les moyens. Mais quel est franchement le rapport ? En quoi le fait que Laurent Gbagbo estime qu'il aurait eu le droit constitutionnel de rester au pouvoir, puisque le Conseil constitutionnel, seule institution habilitée à proclamer les résultats des élections, l'a déclaré vainqueur, prouverait une quelconque intention de s'en prendre à des civils. Il n'y a aucun lien entre les deux affirmations. Et le saut logique que propose le procureur par-dessus son vide démonstratif est absolument gigantesque. Troisième point sur les discours. Le procureur reproche à Laurent Gbagbo d'avoir, comme le procureur le dit, diabolisé Alassane Ouattara. Je vous donne un exemple au paragraphe 1211 de sa réponse, par exemple. Et l'exemple que prend le procureur, c'est quand il rappelait qu'Alassane Ouattara, quand Laurent Gbagbo rappelait qu'Alassane Ouattara était responsable des tentatives des coups d'État qui secouent la Côte d'Ivoire depuis 1999. Transcrit T221, page 67, lignes 3 à 13. Pourtant, le procureur n'a jamais expliqué où se situerait la diabolisation dans ce propos. Jamais. Il s'agit en Côte d'Ivoire d'une vérité connue de tous. Le rappeler est une forme de truisme. Je répète ma dernière phrase. Le rappeler est donc une forme de truisme, une banalité, si vous préférez. Le procureur démontre ici, comme le rappelait hier Maître Barouin, une méconnaissance absolue de la Côte d'Ivoire, ainsi qu'un mépris pour les Ivoiriens, en imaginant qu'énoncer un fait aussi banal pourrait inciter quiconque à la violence. Quatrième
point sur les discours. Le procureur voit, dans la remise en cause du rôle de l'ONU ou de la France en Côte d'Ivoire pendant la crise, la preuve d'une sinistre intention criminelle. Là encore, il n'est pas très clair pourquoi. Pour le procureur, la France et l'ONU seraient-elles par définition immunes à toute critique, quel que soit leur comportement ? C'est assez étonnant de tenir cette position lorsque l'on sait qu'il existe des bibliothèques entières d'ouvrages, d'articles, d'études consacrés au comportement de la France en Afrique depuis les indépendances et son interventionnisme, notamment dans ses anciennes colonies. Le procureur prend tellement à cœur de défendre la France qu'il est prêt à tout pour illustrer l'existence de ce qu'il appelle une propagande anti-française. Ainsi, et je vous renvoie à l'écriture 998, annexe B2, à la page 436, par exemple, le procureur qualifie à plusieurs reprises de propagande anti-française le simple fait qu'il ait été évoqué à la RTI des soupçons de financement de la campagne électorale du président français de l'époque Nicolas Sarkozy par Mouammar Kadhafi. De ce point de vue, les journalistes de la RTI en ont certainement moins fait que leurs confrères français. Et il est de notoriété publique, il ne vous aura pas échappé, qu'est pendante en France une procédure fondée sur des accusations de financement illégal de la campagne de Nicolas Sarkozy par Kadhafi. Le procureur n'en accuse pas pour autant les journalistes et les juges français de propagande anti-française. L'on a bien vu ici, à travers ces trois illustrations, les ordres, les réunions, les discours, que le procureur, faute de véritables preuves, est obligé de proposer des extrapolations sans fondement pour tenter de prouver ce qui est pourtant le cœur de ces allégations. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, il reste une question à laquelle il convient de répondre. Comment est-il possible que le procureur estime que cette preuve de si mauvaise qualité puisse démontrer quoi que ce soit ? Pour répondre à cette question, il faut remonter un pas en arrière et analyser ce que le procureur pense qu'il doit démontrer. Or, force est de constater que le procureur a construit un échafaudage juridique qui, s'il était suivi, permettrait au procureur de ne pas avoir à démontrer grand-chose, plus particulièrement en ce qui concerne le lien entre le président Gbagbo et les crimes allégués.
Nous avons expliqué dans nos soumissions en quoi le procureur n'a prouvé aucun des éléments juridiques permettant d'établir ni l'élément contextuel des crimes contre l'humanité, ni les éléments des modes de responsabilité. Sa réponse écrite, comme ses soumissions orales, ne change rien à cet état de fait, et je reviens ici rapidement sur quelques points. D'abord sur l'élément contextuel des crimes contre l'humanité. Le procureur a estimé, en audience, en réponse à une question de votre chambre, ne pas avoir à prouver, au-delà de tout doute raisonnable, les incidents qui constitueraient l'attaque alléguée contre la population civile. Et je vous renvoie au transcrit T223, page 43, lignes 9 à 23. Le procureur est très clair, notamment dans sa réponse écrite, au paragraphe 195. Pour lui, et je cite, « Pour établir le comportement nécessaire, il n'est pas nécessaire de montrer qu'une chambre de première instance pourrait conclure que chacun, ou effectivement l'un de ces événements, est établi conformément à la norme requise. » Le procureur nous dit ici qu'il doit seulement prouver l'attaque, sans jamais expliquer comment cela fonctionnerait en pratique. Donc pour être clair, le procureur allègue des incidents, mais affirme qu'il n'aurait besoin d'en prouver aucun. Aucun, il dit bien aucun, même pas un seul, dans sa réponse, au-delà de tout doute raisonnable, mais seulement l'attaque. Et donc ce lien entre les incidents et l'attaque n'est pas expliqué. En pratique, comment ça marche? Comment on prouve une attaque au-delà de tout doute raisonnable sans prouver les incidents? Comment il peut prouver une attaque sans avoir prouvé un seul fait constitutif de cette attaque, au-delà de tout doute raisonnable? Le procureur pense s'en sortir en indiquant en audience, de manière extrêmement théorique, que les deux concepts agissent à un niveau différent d'abstraction. Mais cela ne veut rien dire et vise juste à cacher le fait que le procureur n'a prouvé de manière sérieuse pour aucun des incidents sur lesquels il se repose, ni quels seraient les auteurs des incidents, ni quelles en seraient les victimes. Or, sans savoir qui sont les auteurs, ni donc quelle serait leur intention ou leur motivation, sur quoi le procureur peut-il bien se fonder pour dire que tous ces incidents, même s'ils avaient eu lieu, seraient liés à une même attaque? C'est de la pure spéculation. De la même manière, sans les victimes, sans établir qui seraient les victimes de ces attaques alléguées, sur quoi le procureur se fonde-t-il pour affirmer que ces victimes auraient été la cible intentionnelle d'une attaque? Là encore, c'est de la spéculation.
Donc juste, je résume ce point, pour que ce soit clair. Si on n'identifie pas les auteurs, on ne peut pas lier une attaque alléguée à un plan. Si on n'identifie pas les victimes, on ne peut pas affirmer que ces victimes qu'on ne connaît pas seraient les cibles d'une attaque. Et donc si l'on suivait le procureur et ces distinctions abstraites entre l'attaque et les incidents, il faudrait accepter qu'une accumulation de conclusions spéculatives et hypothétiques fondées sur une preuve dénuée de toute qualité, puisque la plupart du temps indirecte, fondée sur du oui-dire et non corroborée, puisse par une forme de miracle alchimique se transformer en une preuve au-delà de tout doute raisonnable. Je relève que les juges Vandenwegaert et Morrison, dans leur opinion séparée dans le jugement Bemba d'appel, mettaient en garde contre ce genre d'approche. Donc c'est la décision 36-36, annexe 2, paragraphes 66 et 67. Je ne vais pas tout vous lire. Mais vous noterez par exemple à la page 66 que les juges indiquent que chacun des faits essentiels doit être prouvé conformément à la norme applicable. L'approche du procureur donc juste pour être clair, je citais paragraphe 66. L'approche du procureur donnerait à penser qu'il est possible de prouver une série de meurtres sans prouver un seul décès spécifique. C'est faux, car un comportement n'existe pas indépendamment de chacun des actes criminels. Il n'est que la somme de ces actes. Fin de citation. Les juges continuent au paragraphe 67, et je cite. Le recours par le procureur à l'approche holistique ne saurait compenser l'absence d'éléments de preuve clairs et convaincants. Fin de citation. Et les juges continuent quelques lignes plus bas. Je cite, « Bien au contraire, l'approche cumulative proposée par le procureur engendre le risque que la Chambre puisse tenir compte d'éléments de preuve qui sont dépourvus de pertinence ou de véritable valeur probante. Et tirer des conclusions
sur la base d'une illusion de corroboration. Fin de citation. Alors je passe à présent au mode de responsabilité sur 25.3. Il convient de rappeler que ce mode de responsabilité de la coaction indirecte est un mode de responsabilité extrêmement large. Puisqu'il permet de condamner une personne, un, pour des actes qu'elle n'a pas directement commis, et deux, pour des actes dont elle n'aurait même pas eu connaissance, puisque la connaissance et l'intention de l'un des co-auteurs suffiraient à permettre d'imputer les actes en question à l'accusé. La combinaison de ces deux critères a pour conséquence que le lien entre l'accusé et les crimes allégués peut avoir un caractère très ténu. Mais il faut un lien. Confronté à un mode de responsabilité aussi large, qui semble étirer à l'extrême, voire la nier, la notion de responsabilité pénale individuelle, notion de responsabilité individuelle qui est au cœur du droit international pénal, il est important que les juges vérifient les critères de ce mode de responsabilité avec la plus grande rigueur. Afin d'éviter que ce mode de responsabilité ne se transforme en une forme de responsabilité sans faute, collective, par association, laquelle serait en contradiction totale avec la lettre et l'esprit du statut. Par conséquent, la Chambre doit vérifier que le procureur a effectivement démontré, au-delà de tout doute raisonnable, que tous les critères d'application du mode de responsabilité sont établis, sont remplis. Il doit démontrer la réalité du plan ou de l'accord. En quoi ce plan ou cet accord serait criminel ? Qui sont exactement les co-auteurs ? Quel est le rôle de chacun des co-auteurs allégués dans le plan ? Et à la commission des crimes. Quelle est concrètement l'étendue du contrôle qu'auraient eu ses co-auteurs sur l'organisation ? Tous ces critères forment une chaîne démonstrative et sont cumulatifs. Si l'un devait manquer, il ne pourrait y avoir condamnation. Je répète, ils sont cumulatifs. Il faut qu'ils soient tous réunis.
si l'un de ces critères devait à manquer, il ne pourrait logiquement y avoir, la responsabilité de l'accusé ne pourrait être engagée. Or, le procureur a construit son argumentation juridique de telle manière à ce qu'il n'ait finalement pas besoin de démontrer grand-chose, puisque, comme nous le rappelions hier, il invite la Chambre à déduire le plan commun d'une preuve circonstancielle des moins convaincantes, affirme qu'un cercle d'initiés dont il ne définit jamais les conditions d'appartenance aurait mis en œuvre cet énigmatique plan commun. Notons que le procureur, certainement pour justifier à rebours qu'il n'a pas de manière convaincante expliqué quelle serait la composition du cercle d'initiés, nous affirme pour la première fois dans sa réponse, au paragraphe 1090, et je cite, que les preuves selon lesquelles l'accusé avait interagi avec des tierces personnes c'est-à-dire des personnes qui ne font pas partie du plan commun, mais agissent en vue de sa mise en œuvre, pouvaient être prises en compte à bon droit par le juge des faits pour apprécier la participation de l'accusé au plan commun de manière générale. Par conséquent, une preuve attestant l'interaction d'un coauteur avec un outil ou un complice en vue de la commission des crimes reprochés peut être très pertinente pour établir l'existence du plan commun. Fin de citation. La seule source du procureur pour ce principe est le jugement d'appel dans l'affaire d'outrage dans la situation de la République centrafricaine. Et je parlais de l'affaire d'outrage. Deux remarques. Premièrement, s'appuyer sur cette affaire d'outrage est assez étonnant, puisqu'une telle affaire n'a rien à voir avec un procès pour crime contre l'humanité, que ce soit au niveau factuel ou juridique. Le fait que le procureur doive renvoyer à ce jugement montre en réalité qu'il n'a absolument aucun précédent pour ce qu'il affirme dans toutes les vraies affaires pénales de cette Cour. Deuxièmement,
Si l'on regarde le jugement d'appel, il n'apparaît pas que la chambre d'appel pose le moindre principe général, comme semble suggérer le procureur. Mais se limite à une évaluation du caractère raisonnable ou non d'une conclusion factuelle à laquelle était arrivée la Chambre de première instance. Donc cette conclusion factuelle dans cette affaire d'outrage est strictement limitée à cette affaire d'outrage. D'ailleurs, notons que dans sa réponse, le procureur met les mots « outil » et « complice » entre guillemets, comme si quelqu'un d'autre avait utilisé ces termes, peut-être la chambre d'appel, dans l'affaire d'outrage. Mais ce n'est pas le cas. Donc il n'y a pas de principe général. Quoi qu'il en soit, il faut bien comprendre la conséquence de ce que propose le procureur. S'il était suivi, cela lui permettrait de ne jamais avoir à réellement démontrer la réalité du cercle d'initiés ou sa composition exacte. Puisqu'il vous dira toujours que telle ou telle personne serait un simple outil du plan commun. Notion encore plus vague, s'il était possible de le faire, que la notion de cercle d'initiés. Ce flou permet au procureur d'affirmer, au gré de ce qu'il arrange, que tel ou tel événement, que telle ou telle réunion, que tel ou tel incident allégué serait lié au plan commun. Que telle ou telle personne serait liée au cercle d'initiés. Surtout ce flou permet au procureur d'éviter de devoir prouver le moindre rapport avec le président Gbagbo, puisqu'il renverra toujours à ce magma imprécis que constituerait le cercle d'initiés. Tout le monde étant responsable de tout, par définition, indépendamment de la moindre preuve concrète. Autrement dit, pour le procureur, et j'insiste, une fois posée l'hypothèse d'un cercle d'initiés, tout serait lié à celui-ci, et donc au plan commun. Qu'importent les circonstances particulières de chaque allégation. Qu'importe même qui serait en cause. Cette personne, quelle qu'elle soit, est immédiatement intégrée par le procureur au supposé cercle d'initiés. Toute action d'un membre de ce soi-disant cercle d'initiés
sera automatiquement considéré comme étant une mise en œuvre du plan commun. Et donc toute conséquence de cette action sera automatiquement attribuée à tous les membres allégués du cercle d'initiés. Et pour se rendre la vie encore plus facile, le procureur présente une vision tout à fait étonnante de la manière d'établir l'intention de Laurent Gbagbo. Au titre de l'article 30 du statut, je vais répéter, le procureur présente une vision étonnante de la manière d'établir la responsabilité de l'intention de Laurent Gbagbo.